Nous sommes aujourd'hui 7 mai 2025. C'est votre émission Zénith sur Coloma qui commence aujourd'hui avec, pour inviter, Monsieur Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général du Centre de formation et de perfectionnement et de perfectionnement de l'information et de la communication, président de la cellule de communication du procès des événements du 28 septembre, amis auditeurs, grand présentateur des émissions ici même à la télévision nationale, grand producteur également, amis auditeurs. Ce monsieur a encore participé à la rédaction du statut de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry avec le recteur Aboubakar Somparé, donc un grand monsieur qui se trouve aujourd'hui sur notre plateau. De l'autre côté, je reçois ce grand monsieur aussi de l'islam, Makandera, Alej Makandera, un monsieur, un chroniqueur qui va certainement nous parler de la religion, l'adoration à l'islam. Madame et messieurs, c'est le thème de ce matin, amis auditeurs. Encore une fois, Abdoulaye Djibril Diallo, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Max. Monsieur Makandera, bonjour. Bonjour, mon frère Camara. Oui, alors, aujourd'hui, nous sommes avec l'actualité. On vient tout juste de célébrer la journée de la presse Abdoulaye Djibril Diallo. C'est pourquoi, d'ailleurs, je suis en train, petit à petit, de recevoir tous ces grands journalistes qui ont déjà fait leurs preuves ici en Guinée et sur le plan international. Et l'émission que vous animez déjà, ça fait combien d'années? Ça fait une 25aine. Allah Akbar. C'est un grand producteur, même un présentateur. Voilà. Donc, je l'ai retrouvé à l'université, ce monsieur. On s'est connu au campus universitaire grâce à Aboubakar Somparé, qui a réuni les étudiants autour de lui. Il y avait Mamadou Diallo, il y avait le ministre Bano Bari, il y a tout un Condé, il y a tout un monde, plus moi, tout un monde autour du recteur. Des gens qui ont manifesté la volonté de faire marcher l'enseignement supérieur avec à la clé un enseignement supérieur pour tous les Guinéens, et que quelque part à l'époque, quand on parlait de la réforme, ils étaient là auprès de ce grand monsieur de notre structure universitaire, Aboubakar Somparé. Alors, encore une fois, monsieur Makandera, bonjour. Bonjour, monsieur Camara. Vous allez bien? Alhamdulillah. Et on vous demandait à tout moment dans cette émission, parce que quelque part, votre apport pour ce public présent était vraiment inestimable. Monsieur Makandera. Merci. D'abord, je remercie l'ensemble des travailleurs de la radio. D'accord. En commençant par monsieur le ministre, puisque dernier travailleur de la radio. D'accord. Et je vous remercie de m'avoir choisi parmi tant d'autres Guinéens qui peuvent parler de la religion musulmane. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la joie pour moi est très immense de voir en face de moi mon frère. Abdoulaye Djibril Diallo. Ça, c'est pas de la flatterie. Voilà. On ne s'est jamais vu, je ne connais même pas son logement. Oui. Mais je l'ai toujours aimé de distance. De distance. Et si vous dites que, si vous parlez de sa carrière, ça se voit dans ses interventions. Bien sûr. Et tout ce qu'il met en place. Surtout avec le procès de 28 septembre cette année. Oui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je l'ai toujours apprécié. Je suis très content de l'avoir en face de moi. Avec lui, je vais quand même... Je suis arabisant. Bien sûr. Peut-être avec lui, je peux voler le vocabulaire français aujourd'hui. Je mets dans mes sacs. Et puis avant de rentrer à la maison, je vous remercie. Abdoulaye Djibril Diallo. Djibril, on vient de célébrer la journée internationale de la presse guinéenne. Et votre mot sur cette journée? C'est pour moi l'occasion de saluer le président de la République pour les mutations qui interviennent au niveau des médias. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, l'information et la communication sont devenus les socles du fonctionnement de la République. Et c'est l'occasion également de saluer les réformes engagées par le ministre Fana Souma, et qui travaille d'arrache-pied pour la résilience du département d'information et de la communication, en tentant ici et là de relever les défis qui jonchent le parcours. Cela dit, je vais vous remercier vous aussi pour votre initiative, l'initiative qui a consisté à mettre l'accent
sur l'information et la communication dans le contexte actuel de l'évolution de notre pays, marqué par, n'est-ce pas, la refondation et le repositionnement. Et actuellement, l'information c'est quoi? La communication c'est quoi? On n'en arrivera pas. On en arrivera, s'il vous plaît. Je dis que je vous remercie parce qu'aujourd'hui, l'information et la communication ne sont pas que les socles du fonctionnement de la République, mais c'est la République. C'est-à-dire qu'une société qui ne communique pas, qui n'informe pas, est vouée à l'échec. Un couple qui ne communique pas est voué justement à la désillusion. Et un État, n'est-ce pas, s'identifie par sa capacité de communiquer et d'informer. Ouais. Autrement dit, l'implémentation des politiques publiques de l'État en fonction des populations passe par l'information et la communication. Donc, l'information et la communication sont devenus aujourd'hui les socles de notre existence et en tant que tel, que vous vouliez, que vous ne vouliez pas, vous allez communiquer. Parce que même ne pas communiquer, c'est communiquer parce que c'est communiquer votre refus de communiquer. Et à travers quelle dialectique. Et à travers vos faits et gestes, parce que la communication n'est pas que verbale. 71% de la communication humaine relève du non-verbal. Les faits et gestes. Quand vous arrivez chez quelqu'un, vous regardez son visage, vous allez savoir si vous allez vous asseoir ou non. Ouais. Bien sûr. C'est-à-dire que sans qu'il ne vous ait parlé, vous avez communiqué. Ouais. Lorsque vous voyez quelqu'un anxieux, c'est-à-dire dans une situation d'apeuré, vous allez constater à travers son visage. Lorsque vous rencontrez une dame ou une demoiselle, le sourire vous permet de savoir jusqu'où vous allez ou jusqu'où vous allez vous limiter. D'accord. Donc cela veut dire que il y a la communication verbale, il y a la communication non verbale. Maintenant, pour revenir à votre question, et de façon très simpliste, on m'a toujours posé cette question, à savoir la différence entre l'information et la communication. L'information et la communication, c'est toutes deux des consonances, n'est-ce pas, de transmission de messages. L'information transmise, mais de façon unidirectionnelle. C'est-à-dire que il y a un émetteur, il y a un récepteur. La communication, c'est qu'il y a interaction entre l'émetteur et le récepteur. Et aujourd'hui, avec l'extension justement du développement de la technique et de la technologie et même de la perception, il y a que lorsque l'information est teinte de sentiments, elle devient communication. Lorsque Dieu dit que El Hadj Makadera en face de moi ici est un islamologue, je donne de l'information. Mais quand je dis c'est un grand islamologue, il est bon islamologue, je suis sur le terrain de la communication. Donc voilà un peu fondamentalement. Et aujourd'hui, vous avez compris donc les levains de la nouvelle dynamique de consolidation de nos acquis et même dans le système de refondation de l'État repose fondamentalement sur l'information et la communication. Mais comment communiquer si vous ne connaissez pas les arcanes de la communication? Comment communiquer si vous ne connaissez pas les techniques de la communication? Si vous ne connaissez pas l'art, si vous ne connaissez pas l'articulation, la ponctuation, la respiration dans la communication. Et c'est justement pour parer à parer au plus pressé que une direction de l'information et de la communication a été implantée au niveau du ministère de l'information et de la communication. Et vous êtes le directeur du centre de formation. Je suis le directeur justement de ce centre de formation et je voudrais dire que c'est un centre, c'est la direction la plus importante pour moi du fonctionnement de l'État. Parce que n'oubliez pas que le capital le plus précieux, c'est l'homme. Ouais. Aujourd'hui, même avec l'intelligence artificielle dont on fait état, aussi intelligente, n'est-ce pas, que soit cette intelligence artificielle, elle relève justement de la pensée, de la perception, intelligence biologique, donc des hommes. Donc, alors il faut, pour que cela soit, il faut que les gens soient formés.
que les gens comprennent, et c'est la mission qui nous est assignée par le président de la République. Et centre de formation, et votre centre est déjà fonctionnel depuis un certain moment. Est-ce que vous pouvez nous d'abord citer les thèmes que vous développez dans ce centre de formation, hein? Deuxièmement, quelles sont les catégories de journalistes, parce qu'aujourd'hui, on a tellement de problèmes, les problèmes avec les journalistes, la formation, quand un journaliste parle, même quand quelqu'un qui prend sa langue, tu sais de quoi il veut parler, de quoi. Donc il y a tous ces problèmes-là que toi, tu vas résoudre en tant que formateur, et voilà. Vous avez raison de le dire, parce que, comme vous l'avez dit, un mot mal placé peut tout détruire. Ouais. Oui. Un mot bien placé peut tout construire. Ouais. Un mot bien placé et bien conçu, exprimé hors de son contexte, peut tout détruire. Donc il y a, à mon avis, une démarche à cet effet qui nécessite, n'est-ce pas, qu'on s'y mette. Aujourd'hui, vous avez demandé quels sont les bénéficiaires de la formation. Jusqu'en 2023, c'était les journalistes et les techniciens qui étaient concernés par les formations au niveau de la direction générale du centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Mais, vu les efforts, les prouesses que nous avons développées à ce niveau, le président de la République a cru devoir, à travers son décret de 2023, élargir les attributions de la direction générale du centre de formation. Il a déjà 3 décrets, ce monsieur. Désormais, 3 décrets présidentiels. Désormais, au lieu de ne former que les journalistes et les techniciens, le président, n'est-ce pas, a élargi les attributions à tous les acteurs de l'information et de la communication. Tous les acteurs. Désormais, le centre de formation a pour mission justement de former les acteurs de l'information et de la communication. Quand vous parlez d'acteurs de l'information et de la communication, vous parlez des journalistes, des techniciens, vous parlez de ceux qui sont chargés de la communication gouvernementale, ce sont les autorités déconcentrées, ce sont les autorités décentralisées, ce sont les ministres qui portent la parole, parce qu'à tous les niveaux, fondamentalement, il est important qu'on maîtrise les arcanes de la communication pour pouvoir servir et construire la République. Bien sûr. Parce que l'un des maillons importants de la communication et de l'information, c'est, n'est-ce pas, de renforcer le vivre ensemble, n'est-ce pas, c'est renforcer la cohésion sociale, c'est de promouvoir l'unité nationale. Tout ça, ça passe par les mots. Bien. Ça passe par les mots. Et ces mots, est-ce que ces mots sont bien saisis par ces journalistes, ces jeunes qui viennent pour la formation? Ce n'est pas seulement des jeunes, tu disais que ce n'est pas seulement les journalistes, même d'autres domaines de l'administration. On peut aussi penser à la fonction publique, au ministère de l'Éducation, beaucoup de ministères aujourd'hui. Vous pouvez servir tous ces ministères avec le peu de moyens que vous avez aujourd'hui? Vous savez, on est dans la République, et dans la République, les rôles sont partagés, chacun assume sa responsabilité. Et nous, de ce point de vue, vous avez demandé quelles sont les thématiques que nous développons. Ce sont des thématiques qui s'inscrivent dans le cadre de l'actualité, qui s'inscrivent dans le cadre justement de la professionnalisation des journalistes, des acteurs donc de l'information et de la communication. Nous venons de sortir de 2 sessions de formation qui nous ont conduits sur l'ensemble du territoire national. Parce que quand le ministre Fana est parti en immersion à l'intérieur du pays, il a constaté quand même qu'il y avait une floraison de demandes de formation. Les besoins ont été exprimés. Tout le monde veut aujourd'hui, parce que nous sommes à l'heure de la compétition. C'est-à-dire que vous ne connaissez pas, vous vous exprimez, surtout que dans un secteur aussi important que celui de l'information et de la communication, si vous ne communiquez pas bien, vous vous exposez vous-même. Donc, quand il est revenu, il m'a demandé personnellement de mettre l'accent sur l'intérieur du pays, et ce qui nous a permis, en rapport avec le FADEM, dans un premier temps, n'est-ce pas, c'est le fonds d'appui au développement des médias, de faire un tour d'horizon et, n'est-ce pas, d'aller travailler sur la lutte contre les discours de haine. Parce que nous sommes dans un contexte très sensible. Dans les radios, dans les télévisions. Dans les discours de haine au niveau des médias, au niveau des réseaux sociaux et tout ce que cela. C'est-à-dire qu'on a appris, les journalistes, comment identifier, comment détecter et comment lutter contre un discours de haine. Parce que si vous ne le savez pas, vous allez vous exposer vous-même. Et
non pas le journaliste simplement, parce qu'il y a les délits de presse, ça c'est les délits commis par le journaliste, mais il y a aussi les délits commis par voie de presse qui mettent l'accent justement sur ceux que vous avez invités. Vous avez vu parfois les mots trahissent si vous ne comprenez pas le contexte. Donc on les a formés sur la lutte, la technique de détection, d'identification, n'est-ce pas, et de lutte contre les discours de haine. Il y a eu la responsabilité sociale du journaliste. Et il y a l'éthique et la déontologie du journaliste. Et aujourd'hui, si vous sortez dans la nomenclature justement du fonctionnement des médias, vous constatez qu'il y a un genre qui est très prisé, ce sont les émissions interactives. Ouais. Comment est-ce qu'il faut animer les émissions interactives et les talk shows, n'est-ce pas, qui sont devenus un journalisme d'opinion avec toute la virulence et la violence que cela requiert, comment est-ce qu'il faut les gérer? Donc on a préparé les journalistes à ces techniques pour éviter, n'est-ce pas, les dérives que nous avons enregistrées ici et là. Parce que si vous reprenez aujourd'hui les émissions interactives en tant que telles, vous voyez que nos médias sont exposés à beaucoup de risques. Vous ouvrez l'antenne, vous ne savez pas qui va intervenir. Il n'y a pas de filtre, parce que si vous prenez une émission comme celle de Juan Gomez en France, c'est une émission qui est préenregistrée. Donc c'est un faux direct, parce qu'il sait déjà qui a enregistré ce que vous allez dire, c'est filtré, les dispositions sont prises. Ah, les gens pensent que c'est le direct. Hein? Non, c'est un faux direct, parce que lui-même, vous l'entendez dire, vous avez dit au standard, enregistrez-vous au standard. Donc vous connaissez, il connaît déjà ce qui va être dit, ce qui fait qu'il peut vous relancer. Et si vous constatez même, parfois il dit à l'interlocuteur, vous avez dit ça, et qu'est-ce que vous le maintenez? Ça veut dire qu'il connaissait. Ici, on ouvre l'antenne, on ne sait pas qui va dire quoi. Or, on l'a dit, un seul mot peut mettre tout en péril. Bien sûr. Dans une situation, dans un contexte. Je vous donne un petit exemple. Quand, au bon moment, c'est-à-dire au plus mauvais moment de la maladie du président Lansana Conté, tout le monde était inquiet de sa situation. Alors, il y a un organe qui ouvre l'antenne, une émission interactive. On nous a raconté. Et on dit, exprimez vos souhaits dans l'émission. Le journaliste demande, n'est-ce pas, aux interlocuteurs, il ne sait pas. Il y a quelqu'un qui dit, bon, moi je souhaite la mort du président. Ah. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il ne peut pas arrêter la communication qui est passée. C'était le direct. Il ne peut pas, il s'est mis lui-même à tituber. C'est-à-dire, il était pris au piège de sa nage. L'incompétence professionnelle l'a conduit au pire parce que cette émission n'a plus fonctionné. Donc, si vous ouvrez l'antenne, vous assumez la responsabilité de ce que vous dites et de ce que les autres vont dire. Et si vous ne le savez pas, ça devient excessivement dangereux. Or, aujourd'hui, les émissions que nous avons constaté, les émissions interactives, ce sont des émissions qui sont ouvertes comme ça, avec tous les risques. Donc, quand je suis en face des journalistes, je les explique un peu les techniques, n'est-ce pas, de gestion de ces émissions, les dérives auxquelles ils peuvent être astreints, et ensuite les problèmes, n'est-ce pas, juridiques auxquels eux-mêmes ils peuvent être exposés. Nous ne travaillons pas à dire aux gens non, fermez, c'est-à-dire ne travaillez pas, mais nous essayons en fait de les aider à comprendre comment est-ce qu'il faut travailler professionnellement de façon à se prémunir des dérives qui peuvent en résulter. Ensuite, nous avons d'autres thématiques qui portent sur la responsabilité sociale du journaliste. Parce que ce n'est pas tout ce que vous couvrez que vous devez, n'est-ce pas, restituer. Et on nous demande d'être objectif, mais dans la responsabilité sociale. C'est-à-dire que nous pouvons voir quelque chose qui ne correspond pas, qui peut mettre le pays en péril. Il vous appartient d'en tirer les conséquences, ou alors, même pas le pays, vous savez que l'information que vous avez va porter préjudice de nature, pas en tout cas à conforter la République. Il vous appartient de voir est-ce qu'il faut la définir, la diffuser ou ne pas la diffuser. Donc nous essayons de les expliquer à ce niveau. Ensuite, nous travaillons sur l'éthique et la déontologie. L'éthique et la déontologie du métier, qui sont les lois, n'est-ce pas, du journaliste. Parce que là, ce sont les journalistes eux-mêmes qui ont réfléchi, ils ont vu que leur métier porte atteinte
au tiers, ils se sont dit, écoutez, il faut qu'on prenne de la hauteur, qu'on mette des balises. Donc, dans l'exercice du métier, nous ne devons pas faire ceci, nous ne devons pas faire cela. C'est ça l'éthique et c'est ça fondamentalement la déontologie. On nous demande d'être objectif. Code de bonne conduite, quoi. Voilà, donc l'équité, la neutralité, l'objectivité. Vous savez, c'est très difficile d'être équitable, neutre et objectif. C'est un travail qui est très difficile. Lorsque vous avez un reportage qui porte sur une personne, par exemple, que vous connaissez, lorsque vous avez un dossier où vous êtes en conflit de compétences parce que vous avez des accointances avec justement le dossier, vous avez vu que c'est un peu difficile. Je vous donne un petit exemple. Un jour, il y a un ministre qui était très ami à moi, qui a demandé à ce que je l'accompagne en Haute-Guinée pour sa tournée. J'avoue que le rédacteur en chef à l'époque, Boubacar Yassine Diallo, n'était pas d'accord de l'amener puisqu'il connaît un peu ma posture par rapport à certains sujets. Mais le ministre, là, c'est-à-dire fort de son amitié avec moi, il a insisté auprès de Yassine pour que Yassine me désigne. Yassine a dit, bon d'accord, allez-y ensemble. On vient, première étape, c'était à Farana. À Farana, on a fait la visite de l'hôpital régional. On a constaté qu'il y avait des matelas en putréfaction, il y avait des malades à même le sol, il y avait vraiment une situation indésirable à l'hôpital. Mais pour lui, puisqu'il est venu avec son ami Djibril, c'est-à-dire je vais mettre tout ça en bonne conforme pour que lui permettre de dire tout va bien. Tout va bien. Alors lui-même, il était tellement content parce qu'à 12h45, on devait m'appeler pour faire mon compte-rendu. Les titres je suis annoncé dans les titres. Et qu'est-ce qui se passe concrètement? Et lui-même, dans son bureau, il a préparé le téléphone pour que j'intervienne parce qu'il sait que c'est mon ami Djibril qui est venu et tout va être rose. Il oublie qu'il est un ami journaliste. Et Djibril reconnaît son amitié avec juste le ministre, mais c'est aussi qu'il a des exigences en faveur de la République du point de vue de l'information. Alors, à 12h45, on m'a annoncé, j'ai commencé à faire la peinture de la situation. Malade à même le sol. Des matelas en putréfaction. Lui-même, il s'est levé, il voulait retirer le téléphone de mes oreilles. On s'est tiré, j'étais en direct. Alors, j'ai terminé le papier. Nous qui étions amis, à partir de cet instant... ennemis. Non, on n'était pas devenus ennemis, mais il y a eu de la méfiance. Maintenant, il ne pouvait pas appeler Yassine pour dire « Yassine, retire ton journaliste ». Parce que Yassine lui avait dit, voilà ce qu'il fallait faire. Ouais. Alors on a continué la mission, même à table pour manger, on se louchait les yeux. On est venu, on s'est séparés comme ça. Le surlendemain, il m'appelle pour me féliciter. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est que le président de la République, d'alors, connaissait déjà la situation à Farana. Et c'est pour ça qu'il a demandé au ministre d'aller faire l'état des lieux. Parce qu'il avait reçu des minutes de police. Alors, puisque mes reportages correspondaient à la vérité des faits, même si le ministre au départ n'était pas d'accord avec la démarche, quand il est arrivé, il a été félicité. Il m'a appelé, il dit Djibril, alors j'étais moi surpris, il dit, franchement, il m'a félicité, on est devenus des bons amis. Encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que lui-même, il a compris que si on avait menti sur le terrain, le président allait, n'est-ce pas, constater et ça allait faire le désarroi. Bien sûr. Donc voilà un peu Abdoulaye Djibril Diallo, le directeur général du centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Monsieur le directeur général, tout le plaisir pour moi de vous recevoir. Pour le temps pour vous de respirer un peu, je me tourne vers Elhadji Makandera. Encore une fois, bonjour Elhadji. Bonjour M. Kamara. L'adoration en l'islam. On parle de ça aujourd'hui. Et que les gens, tout le monde raconte n'importe quoi. Quand tu aimes Dieu, quand tu aimes une personne, il y a aussi des limites quand même qu'il faut pour tout ce que nous faisons. Bismillah. Deuxième fois, l'adoration. Quand on dit adoration de Dieu, ça veut dire automatiquement qu'il y a des principes, il y a des limites, il y a des orientations.
on n'adore pas Dieu de la manière qu'on se souhaite ou qu'on veut. Si vous avez les 124 000 prophètes, dont 313 envoyés, et qui se succèdent aujourd'hui jusqu'à nos imams, les érudits de jour, c'est pour venir juste expliquer cette adoration de Dieu, qui a ses limites, qui a ses interdictions, que les gens peuvent faire amalgame entre ça et autres. Et quelles sont les limites? Les limites sont définies. Par exemple, si vous prenez le pèlerinage, parce que c'est le moment. Si vous prenez le pèlerinage, d'abord, si quelqu'un décide d'aller à la Mecque pour le pèlerinage, qu'est-ce qu'il faut pour ce musulman? Il y a des choses à remplir ici avant de quitter. Il y a des choses à mettre en place avant de quitter. Donc voilà les préalables pour le pèlerinage. C'est ce qui est là pour toutes sortes d'adorations de Dieu. Quand on dit le jeûne, quand on dit la prière, à ses heures, à ses limites, à ses mouvements, à ses propos. Si vous prenez le pèlerinage d'abord, si quelqu'un décide tout de suite, qu'est-ce qui est demandé à un bon musulman? C'est de rendre des dépôts. Si vous avez quelque chose que les gens vous ont confié, c'est de le rendre tout de suite avant de bouger. Et allez-y demander à l'entourage, les voisins directs, les collaborateurs de service, à la RTZ ou bien ailleurs, demandez pardon à tout ceci avant de quitter. Et assurez la dépense de votre période d'absence pour la petite famille à la maison. Si quelqu'un décide de vous envoyer tout de suite à la Mecque, il y en a qui envoient les gens en assurant seulement le tarif et c'est fini. L'islam, c'est le contraire. Je n'ai rien, mon frère Jibril veut m'envoyer à la Mecque. D'abord, il va connaître d'abord mes problèmes avant de quitter. Si je dois au champ, je dois rembourser les dettes avant de partir. Et qui doit faire ça? C'est lui ou bien c'est toi? Non. C'est celui qui t'envoie à la Mecque. S'il veut m'aider à la Mecque, il veut m'envoyer à la Mecque pour un pèlerinage exaucé et validé par Dieu, il s'en occupe de tout ça là. En principe. Ça, c'est les détails. Ça, c'est les détails que je vous dis. Important. Parce que c'est moi qui va de moi-même. Mais il y a des gens... Je dois assurer tout ça là. Il y a des gens et qui s'il viennent... décide de m'envoyer, il assure ce que je devais assurer avant de quitter. Mais et s'il n'est pas informé? Et s'il lui ne connaît pas tout ça? S'il ne connaît pas, et le pèlerin ne connaît pas, Dieu peut pardonner. Et tant qu'on ne connaît pas et on désobéit à Allah, après avoir d'être informé, vous êtes pardonné. Même si c'est les petites erreurs que nous faisons dans certaines adorations, si vous pensez que c'est comme ça que ça se fait, ça ne vous empêche pas de demander. Parce qu'aujourd'hui, nous avons les versions françaises, anglaises et tout, pour des choses très élémentaires en islam. Ça ne veut pas dire que parce que tu as fait l'islam ou pas. Lui n'est pas informé de tout ce que tu as comme problème. Mais est-ce que toi, tu peux l'informer de tes problèmes? Oui, si vraiment il n'est pas informé, il me propose de m'envoyer à la Mecque, je suis informé, je dois l'informer. Monsieur Diallo, c'est une très bonne chose. Mais pour que ça soit un pèlerinage, le pèlerinage proprement dit, qui n'a le salaire qui accède au paradis, demain, voilà mes problèmes. Je dois à monsieur Max. Mais la date de paiement de son argent... Mais est-ce que ça ne sera pas de trop? Quelqu'un qui vient, il te dit, moi je te prends en charge pour t'envoyer à la Mecque. Oui. Est-ce que ce n'est pas de trop de venir encore demander? Ce n'est pas de trop, c'est Dieu qui le dit. Le texte est divin, c'est de prendre ou à laisser. Bon, peut-être que sur... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Sur la question qui voulait intervenir. Sur la question, je corrobore avec ce qu'il a dit. Vous savez que peut-être sous son contrôle, le premier verset que Dieu a révélé, c'est Ikra. C'est lire, c'est ça, non? Oui. C'est-à-dire la recherche, la connaissance. La connaissance. Parce que, comme il a dit, Dieu pardonne, mais vous ne devez pas faire fi. Si à partir du moment où vous avez voulu épouser la doctrine islamique, vous devez la connaître. C'est pourquoi Dieu a dit de le connaître d'abord avant de l'adorer. Cela veut dire que tout ce que vous allez poser dans ce sens-là, vous devez être imprégné, savoir que vous voulez faire du bien, vous voulez envoyer quelqu'un à la Mecque, quelles sont les conditions à cet effet. Et les conditions ça participe à l'information, ça participe à la communication, parce que l'homme doit être informé avant d'agir. Quand vous agissez en dehors, justement, du compromis ou du contrat social, vous partez fondamentalement parfois à la dérive.
Ouais. Donc, Voilà toujours concernant l'adoration de Dieu, c'est vrai, ce n'est pas seulement à la Mecque, mais tu vois certains, je prends par exemple les Mourides au Sénégal qui vont adorer Dieu dans les lieux où qui n'est pas la Mecque. Est-ce que c'est forcément cette adoration-là, il faut la Mecque? Vous m'envoyez sur un terrain, pour ne pas dire que difficile ou compliqué, mais je peux avoir tout le courage d'approcher un peu ce que vous voulez demander. Et on adore Dieu partout où nous sommes, sur cette terre. Mais l'adoration qui est spécifique à la Mecque, on n'emporte pas ça ailleurs. Pourquoi le pèlerinage seulement à la Mecque? Ce pèlerinage qui vient de Dieu, par les textes coraniques, il y a les endroits particuliers ou spécifiques pour mettre en pratique certaines adorations de pèlerinage. Par exemple, circumambulation autour de la Kaaba. La Kaaba ne se trouve que là-bas. Il n'y a pas un autre Kaaba. Et c'est la première maison d'adoration de Dieu sur cette terre, avant même les hommes. Je vous informe, les anges venaient là-bas pour adorer. C'est un lieu sacré, identifié par Dieu. Et cette maison a été rappelée au ciel, qu'on appelle Beit el-Ma'mour. Là où aujourd'hui les anges adorent, ceux qui doivent prier. Parce que les anges, chacun a une mission. C'est ce même endroit qui a été indiqué pour Abraham d'aller encore fonder cette maison. Les deux maisons sont comme en harmonie. Beit el-Ma'mour et la Kaaba. Donc, le pèlerinage, qui est cinquième chose fondamentale en islam, je n'aime pas trop dire pilier, qui n'a comme salaire qu'ici c'est valider l'accession au paradis. Cette maison, ces adorations ne se trouvent que sur le territoire saoudien. Et les endroits précis. La Kaaba est là. Vous avez Arafat, la localité, l'espace de stationnement de tout le monde. Seule journée, un pèlerin qui perd ça, il reprend l'année prochaine. Et cet endroit ne se trouve que sur le territoire saoudien et à la Mecque. Vous avez Mina et les adorations avec critères et conditions, c'est cet endroit qui ne se trouve nulle part dans le monde. Un musulman peut aller à Kankan, il peut aller à Touba, aller visiter les tombes de ses grands-parents. On fait la lecture de Saint-Coran comme c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire ensemble guinéen. C'est une très bonne chose. Mais ça ne veut pas dire, c'est le pèlerinage qui est demandé à un musulman. Une fois que les conditions sont remplies, vous êtes appelé à l'appliquer comme la prière. Parce que ce que j'ai dit, mon frère vient de dire, les premiers versets, il dit Manistata, celui qui remplit les critères et les conditions. Je vous informe, Abdoulaye Djibril vient d'avoir le courant en tête. Oui, on s'est déjà côtoyé. Il m'oriente même. Voilà. Je suis très content d'avoir une personnalité comme ça. On s'est déjà côtoyé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Longtemps, depuis parce qu'en Guinée, les gens pensent qu'on va à la Mecque quand on veut. Non. Si vous ne priez pas les 5 prières quotidiennes, quand vous voulez, la Mecque aussi c'est la même chose. Une fois que l'âge est là, les conditions et les critères sont remplis, vous êtes appelé à aller à la Mecque. Faute de quoi? L'âge limite? Faute de quoi? 18 ans. 18 ans. Faute de quoi? Vous serez sanctionné. 18 ans. Faute de quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Faute de quoi vous êtes sanctionné même par le châtiment de Dieu demain. C'est comme quelqu'un qui a refusé de jeûner ou de prier. Mais on pense toujours que quand on veut, c'est pourquoi un grand fonctionnaire qui a bénéficié beaucoup de décrets, je ne vais pas parler de mon frère. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord. Il a ses petits moyens, il a les privilèges. Je suis d'accord. L'État même peut donner 3 à 4 places. Il refuse d'aller. Oui. Et ce soir à ça, il envoie tous ses parents à la Mecque. Lui, il est assis ici. Oui. Le prophète dit, si la mort vous trouve dans cette condition, vous pouvez vous révéler chez Dieu demain, chrétien ou juif, mais pas dans sa religion. Il faut qu'on dise ça aux gens. Quelqu'un n'envoie pas même votre propre mère qui vous a mis au monde. La place que Dieu a donnée à une maman dans le Saint-Coran. Mais si M. Kamara, qui détient les moyens d'aller, qui ne peut pas envoyer 2 personnes, même année à la Mecque, et vous n'êtes pas encore parti, ni la maman, c'est la maman qui reste.
Moi, Celui qui détient les moyens, c'est lui qui va. Macandré, il y a les gens aussi qui ont peur de partir après revenir faire les bêtises. Voilà, merci beaucoup. Une très bonne question, voilà. Que je suis très content. Où on a dit que quand quelqu'un revient de la Mecque, il ne peut plus faire de bêtises. On ne demande pas de faire de bêtises, mais il reste être humain. Mon frère, vous avez un boubou blanc, bien repassé, aucune tasse. Quelqu'un te dit de ne pas la prendre parce que si vous le portez tout de suite, d'ici le soir, vous pouvez avoir une saleté quelque part. C'est ce qui va vous empêcher de ne pas porter un tissu blanc. Non. Le pèlerinage, ça veut dire quoi? 50 ans, mon frère est parti. Mon frère Diallo. 70, il est parti. 65 ans. Il va, si le pèlerinage est exaucé, l'argent vient de l'illicite, al-halal. Il s'acquitte normalement de tous ses devoirs de pèlerinage. Il sort de ses péchés qu'il a commis pendant 65 ans. C'est comme le jour de sa naissance. C'est le prophète qui le dit. Alors comment il va revenir encore? Maintenant je viens. Ça ne veut pas dire qu'il reviendra ange. Il est parti être humain. Il reviendra guinéen. C'est la même personne qui est venue. Qui n'est pas plus fort que le Satan. On n'est pas les prophètes qui sont vraiment protégés par Dieu jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce que je veux dire? Mais si mon frère revient, par exemple, on ne souhaite pas. Ce qui est beau à avoir, ce qui est très bien à faire, une opportunité divine à ne pas rater, si vous avez eu la chance d'aller à la Mecque et revenir pur comme ça, de s'éloigner de beaucoup de choses en tant qu'être humain. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas tomber un jour dans une erreur. Qu'est-ce que je veux dire? Il sort de ses péchés de 65 ans. Il n'a que pour mourir peut-être 10 ans ou 7 ans ou 5 ans. Même si on ne souhaite pas, il tombe dans les erreurs et reprend les choses. Est-ce qu'il va mourir avec 70 ans de péché? Non. Les péchés déjà sont diminués. Bien sûr. Mon frère, dans une frontière entre les deux pays, nous trouvons un groupe de douaniers. Vous avez 500 valises. Je n'ai que 2 valises. Que ce soit leur méchanceté, qui passera avant? C'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait. Mais si vous prenez le volume de valises, vous allez dire que c'est celui qui détient que 2 valises. Qu'est-ce que je vais dire? Il n'est pas demandé à un musulman. C'est parce que vous avez peur de tomber après le pèlerinage dans les erreurs encore de ne pas aller. Dieu dit, si les critères sont remplis, parmi ces critères, ça n'a pas été cité là-bas, si vous ne tomberez plus dans les erreurs en tant qu'être humain. Non, je dis, il y a des gens comme ça, ils ont peur de répéter. Ils ont leurs problèmes. Voilà, ils ont peur de quoi? Voilà. Donc quand je prends, tout de suite là, ils n'ont pas encore même la volonté de se repentir. Hein. Oui. Lui-même, il sait que quand il revient, il reprendra la même chose. C'est très grave. Mais on a vu des gens qui sont partis comme vous, qui sont des références par excellence. Plusieurs fois. Et qui parfois donnent même des conseils, mais tomber dans la turpitude la plus dangereuse. Encore. C'est fondamentalement et c'est fonctionnel. Et on a vu même des grandes personnalités de ce pays à l'aéroport même. Vous avez entendu le nom de Momo Koulouranye? Non. Oui. S'il vous plaît. Donc, à l'aéroport, pareil, il a commencé à insulter. Non, ça c'est le temps de s'écouter qu'on parle de comme ça. Vous m'écoutez très bien. Oui. Tout ça là, ça peut se faire. Mais dans les critères pour un musulman d'aller à la Mecque, ce problème que nous citons aujourd'hui n'empêche pas un musulman d'aller. Ça, c'est écrit nulle part. C'est comme si quelqu'un tue tout de suite. Mais entre les prières, si c'est clair, après la prière, personne ne doit sortir de la mosquée et faire autre chose. Même quotidiennement. Parce qu'on dit entre les deux prières, entre 14h et 17h, les petits péchés sont effacés. Donc il faut préserver pour ne plus retomber dans les choses. Mais je dis dans mes conférences islamiques, même d'autres à Conakry, le mot assalamu alaikum que nous disons dans la prière, vous connaissez la signification? Non. Mais on peut faire tahiyya jusqu'à Hamid Majid et puis on quitte, la prière est finie. Et on peut dire assalamu alaikum comme ça un seul endroit. Si nous faisons à gauche, à droite, salam alaikum, ce n'est plus avec Dieu. Vous donnez l'assurance aux musulmans qui prient avec vous dans la mosquée que vous ne ferez plus de tort à une seule personne parmi ces gens-là. C'est l'assurance de paix. Je ne fais plus de tort à quelqu'un parmi vous, ni médisance, ni détournement d'argent, ni quoi que ce soit.
vous vous donnez cette assurance de gauche à droite. Mais imaginez-vous, à la porte même de la mosquée, qu'est-ce qui se passe après? Oui. Mais tout ça là n'empêche pas un musulman d'accomplir la prière qui est obligatoire. Makandera sur ce plateau, amis auditeurs, et aujourd'hui nous sommes avec monsieur le directeur général du centre de formation et de perfectionnement en technique de communication et de la formation. C'est ça, monsieur le président? En technique de l'information et de la communication. Et de la communication. Alors, avec tout ce qu'on a vu, avec tout ce que vous avez raconté, est-ce que les journalistes s'efforcent à se former quand même? Aujourd'hui, il y a un engouement total. C'est-à-dire qu'au niveau de tous les conseils de cabinet, le ministre n'a de cesse arrêté fondamentalement de me demander de renforcer la dynamique de la formation. Parce que, comme je l'ai dit, au terme de leur tournée à l'intérieur du pays, les journalistes, les techniciens ont exprimé le besoin et moi-même, je reçois beaucoup de demandes à ce niveau. Et ça me fait plaisir de constater qu'aujourd'hui, les gens s'inscrivent dans la dynamique de la formation, de l'excellence. Mais parce que jusque-là, entre le centre de formation et le studio école, tu sais, quand nous on venait d'arriver sur le studio école, où est la différence entre le centre de formation et le studio école? Bon, on reviendra sur peut-être l'historicité justement du centre de formation. Je parle de la différence. Parce que c'est-à-dire que le studio école, c'était la formation. Le studio école, c'est-à-dire avait comme vocation simplement, puisqu'au lendemain de l'indépendance, c'est pour cette raison que cette direction du centre de formation se confond un peu à l'histoire de la Guinée. Parce qu'au lendemain de l'indépendance, le nouvel État avait besoin de communiquer, n'est-ce pas, pour d'abord son identité, pour lutter contre les aléas de la colonisation, pour créer l'homme de tout type nouveau, le révolutionnaire aguerri dont le président Ahmed Sékou Touré. Donc on a créé, n'est-ce pas, un studio école. Ce studio école avait comme vocation de développer, de déceler et développer les compétences en diphonie de ceux qui devaient communiquer pour le nouvel État. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de journalistes, il n'y avait pas d'école de journalistes. Ce sont des professeurs, ce sont des tiers comprenez, parce que vous avez un timbre vocal qui porte, parce que vous êtes cultivé, vous venez, vous faites. Donc, on vous apprenait là à utiliser votre timbre vocal, à respirer dans la communication, à articuler, etc., etc. Au fur et à mesure de l'évolution, ce studio école a donné naissance justement au centre de formation qui désormais a intégré la théorie et la pratique. C'est-à-dire que le centre de formation désormais ne s'occupait pas simplement que des activités du studio école, mais cela a été élargi, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons une salle de formation pour la théorie, pour apprendre les gens les techniques à cet effet. Maintenant, il y a le studio école pour mettre cela en pratique, l'articulation, la respiration, la diphonie, c'est-à-dire le timbre vocal qu'on peut déceler pour savoir si vous avez des compétences pour l'audiovisuel ou alors si vous avez des compétences pour la presse écrite. Vous savez qu'avant, si vous ne passiez pas par le studio école, vous n'étiez pas admis à l'antenne. Vous ne pouviez pas prester. Oui. Nous-mêmes, on est passé par ce studio école, à l'époque qui était dirigé par M. Odilon Théa, qui a été quand même un formateur à cet effet. Il nous a appris avant que nous soyons formés par Bernard Schoffer, Paul Fels, justement de Radio France, de la coopération française, avec Radio France Internationale. Donc, et cette coopération, où tu mets cette coopération avec la Radio France Internationale? Bon, je ne sais pas. Je sais que elle s'est effondrée dans le temps. Sinon, quand même, c'était une coopération qui était très productive pour les médias. Chaque fois, on envoyait des journalistes soit en France ou alors des formateurs français venaient ici, comme c'est le cas. Et je pense que vous avez partagé cette session de formation avec nous. C'était avec des grands formateurs de la coopération, Paul Fels et Bernard Schoffer, qui sont restés quand même les levains d'une nouvelle dynamique, d'une nouvelle génération de journalistes en Afrique. Je pense que partout où ils sont, il faut les saluer. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, il y a des efforts dans le sens
de la résilience du pays à travers l'information et la communication. Parce que si vous avez constaté, il y a beaucoup de radios, c'est-à-dire qui étaient très silencieuses à l'intérieur du pays, et de télévision ces derniers temps. Le ministre Fana est allé partout, il a constaté, et il a essayé justement d'apporter du tonus, ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de désenclavement du pays, il y a quand même une véritable avancée qu'il faut saluer. Bien sûr, Djibril, il faut signaler qu'il y a tellement d'émissions, même la première émission, on a parlé de notre ministre Fana Souma. On n'est pas en train de faire l'apologie d'une personne. Pas du tout, vous savez, mais on est en train de mettre en œuvre le dynamisme de ce ministre, parce que ça fait très longtemps que tout le monde sollicitait d'avoir un professionnel à la tête de cette maison, de cette structure de c'est même pas une question de professionnel. Il faut c'est surtout le fait de ministre, poser c'est vrai, des actes. mais il a fait beaucoup de pas et c'est pas là. Il faut profiter d'une situation. Nous sommes au mois de mai. Le 3 mai passé, c'était la journée internationale de la presse à l'international et chez nous-mêmes. Donc, une occasion pour nous de parler de tous ces aspects, de parler de ces réalisations de ce grand monsieur de la communication qui est notre ministre Fana Souma, ami téléspectateurs. Alors, M. Abdoulaye Djibril Diallo est le directeur général du Centre de formation de l'information et de la communication de notre pays, ici présent sur ce plateau, qui va donner beaucoup aujourd'hui concernant la formation des cadres, non seulement à la RTG, mais aussi dans les autres départements, parce qu'il y a un décret qui vient de l'attribuer toutes les acteurs, en fait, voilà. D'élargir les attributions aux acteurs de l'information et de la communication. C'est le décret de 2023 de M. le Président de la République. Voilà. Donc, je disais qu'il a bénéficié de beaucoup de décrets aujourd'hui. Alors, Djibril, et tu sais, la formation, c'est pas facile, mais avec tout ce que nous connaissons de ce métier, est-ce que tu as pu prendre contact avec des professionnels? Quand je prends, par exemple, Yacine Diallo, je prends Bouya Fofana, nos aînés, est-ce que tu as pris contact avec ces gens pour quelques conseils ou bien pour quelques orientations avec tout ce que tu connais? Bon, Yacine a été à la fois mon rédacteur en chef quand je suis arrivé, et il a jeté son dévolu sur moi. C'est avec lui que j'ai fait mes premiers pas sur le terrain des techniques d'investigation. Et Eladj Bouya, quand j'ai passé mon premier papier à la radio, le premier journaliste à courir vers moi pour demander quelle est cette nouvelle voie saccadée, c'est là du Fodé Bouya Fofana, qui deviendra plus tard mon adjoint quand j'étais directeur national des services de l'information. Il était mon adjoint, on a travaillé ensemble et jusqu'à maintenant on travaille ensemble, on se côtoie parce que c'est lui que j'ai remplacé aussi au niveau de la direction générale du centre de formation. Ah, ok. C'est-à-dire c'est lui que j'ai remplacé et qui s'est battu aussi pour la résilience de ce centre. Vous savez, quoi qu'on en dise, il faudrait qu'aujourd'hui on mette l'accent sur la formation comme le levain de la nouvelle génération de professionnels. C'est-à-dire que si les journalistes sont formés, vous avez moins de contentieux juridiques. C'est-à-dire vous avez moins de contentieux dans les tribunaux. Vous avez moins de plaintes au niveau de la HAC. Parce que, comme l'a dit l'autre, le premier savoir est le savoir de notre ignorance, et c'est le début de notre intelligence. L'homme pêche parce qu'il ne sait pas, et que l'ignorance est la principale source du mal. Je dis, cela se pose beaucoup au niveau de nos journalistes. Je vous assure qu'au niveau des formations, j'ai été parfois positivement surpris de constater qu'il y a des bons journalistes, mais il y en a aussi qui ne connaissent absolument rien. C'est-à-dire, et c'est pour cette raison que quand on m'a nommé à la direction, j'ai essayé de créer une dynamique qui m'a conduit vers les différentes salles de rédaction du pays. C'était au niveau des associations. C'était pour voir un peu, faire l'état des lieux, pour comprendre le niveau de formation et les besoins de formation auxquels j'allais faire face. Au sortir justement de cette dynamique qui m'a conduit à ce niveau, j'ai établi une nomenclature en 4. C'est-à-dire, j'ai constaté qu'il y a la majeure partie des journalistes qui opèrent sur le terrain, ce sont des journalistes qui n'ont pas fait journalisme. C'est-à-dire qui ont fait d'autres sciences sociales et tout ça, et qui exercent
Le métier. Et vous allez être surpris, ils sont parmi les meilleurs journalistes et hier et aujourd'hui. La deuxième catégorie que nous avons identifiée, ce sont des journalistes qui ont fait le journalisme, mais qui depuis leur sortie, n'est-ce pas, de l'école, n'ont pas bénéficié de formation, de recyclage, de perfectionnement. Donc leur âge intellectuel s'est limité à leur sortie à l'université. Ce qui fait qu'ils ont désappris. Ils ont désappris. La troisième catégorie, c'était les stagiaires, très nombreux dans les salles de rédaction. Certains sont venus par vocation, d'autres sont venus à la recherche de l'emploi, n'ayant pas trouvé ailleurs, ils sont arrivés et, bon an, mal an, ils exercent, n'est-ce pas, dans le métier. Et la quatrième catégorie, ce sont les responsables des médias, c'est-à-dire ceux par qui le produit fini arrive. Quand les responsables des médias ne sont pas bien formés, ils tirent les rédactions vers le bas. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils tirent les rédactions par le bas. Parce que parfois, si les journalistes sont plus bien formés que leurs responsables, vous avez vu ce que ça fait. Parce que le journaliste, bon que soit-il, aussi bien soit-il, si son responsable, n'est-ce pas, constitue un quart bloquant, c'est-à-dire que c'est la rédaction qui va. Et c'est pour cette raison que vous avez constaté, l'année dernière, la dernière cible que nous avons eue en termes de formation, c'était les responsables des médias que j'ai fait envoyer à Kindia, où nous avons eu une formation sur les techniques justement de traitement de l'information, l'animation des émissions, la détection des discours de haine et tout ça. Je vous assure que c'était une formation haut de gamme et tous ceux qui sont partis ont compris, parce que le plus souvent quand nous organisons des formations, les patrons restent tapis dans les salles de rédaction, ils en ont d'autres. On estime fondamentalement qu'on n'a plus besoin de se former, alors que le journaliste se remet en cause toutes les minutes, toutes les semaines, tous les jours, tous les mois. C'est-à-dire c'est une remise en cause permanente si vous cessez d'être journaliste. Et c'est pour cette raison que les dérives que nous avons enregistrées ces derniers temps, vous avez constaté quand même qu'il y a beaucoup d'améliorations, parce que quand on travaille avec les journalistes, on essaye de les accompagner, même dans la pratique professionnelle, dans différentes rédactions. On crée parfois, n'est-ce pas, des plateformes de communication pour essayer toujours de les avoir en ligne, parce que nous estimons et nous sommes convaincus que c'est par la communication et l'information que aujourd'hui on va aller vers la résilience de notre pays, parce que on va parler, la consolidation de la paix passe par l'information et la communication. Et les journalistes, je dis, sont les premiers vecteurs, c'est les premiers leviers. Surtout au moment où il y a toute cette déchéance que nous enregistrons sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça que dans la dimension formation, nous avons intégré aujourd'hui une technique, c'est le fact-checking. C'est-à-dire, c'est une technique de détection aussi des vraies et des fausses informations en ligne. Et comment vous vous rendez compte? Non, nous avons les techniques à cet effet, nous leur montrons, nous avons les outils. Les outils à cet effet pour permettre d'identifier la bonne information de livret. Et c'est une technique à cet effet qui a beaucoup intéressé les journalistes, parce que nous le faisons en termes de théorie et même en termes de pratique. Et au moment où on s'achemine vers le référendum, vers les élections, c'est important de renforcer le dispositif de formation, parce que c'est par là que nous pourrons justement canaliser le mécanisme de dérapage que nous avons enregistré ces derniers temps et faire en sorte que notre département, qui est le meilleur département de la République fondamentalement, puisse jouer ce rôle. Le meilleur. Non, mais je dis le meilleur. Je vous ai dit que la vie, c'est l'information et la communication. Enlever l'information et la communication, il n'y a pas de vie, monsieur. Je te jure. Ça, je vous le dis. Monsieur le parrain, monsieur Abdoulaye Djibril Diallo, directeur général, je vais revenir sur 2 points avant de se séparer. D'abord, on va parler de personnel. Après le personnel, on va parler de financement. Mais avant tout ça, je vais partir vers mon frère Makandera. Encore une fois, Makandera, on parle de l'adoration de Dieu. Je te parlais tout de suite au Sénégal, et on est en train de voir les gens qui vont faire de leur façon, c'est leur façon aussi d'adorer Dieu. Est-ce que c'est condamné de la religion ou bien c'est permis? Merci pour cette question. Je reviens vous dire que je vais parler dans l'ensemble, l'adoration. Il y a autre chose dans l'adoration, la plus importante. C'est l'intention. Laissez-moi vous dire, quelqu'un peut faire un travail
Par exemple, en islam, pas pour l'islam. Ok. Qui existe. C'est pourquoi vous avez un hadith incontesté le prophète. Quand on dit innamal a'malu binniyat, tout acte vient d'une intention. Et les actes ne valent que par intention. Qu'est-ce que vous visez? Ouais. Vous pouvez construire une mosquée. Monsieur Diallo, la même chose. Bien sûr. Et la construction d'une mosquée qui est la maison de Dieu. Et M. Makandera, vous allez m'excuser, on a nos invités qui vont célébrer leur anniversaire demain, la Croix-Rouge. La Croix-Rouge, demain, c'est la fête de cette institution. On va partir avec la régie pour recevoir monsieur le président de la Croix-Rouge guinéenne qui est maintenant présent parmi nos amis auditeurs. La régie, s'il vous plaît, on va partir et puis on revient. Voilà, sur ce plateau, j'ai le secrétaire général de la Croix-Rouge et le chargé de communication. Amis téléspectateurs, je suis avec des invités de taille. Vous avez sur ce plateau M. Makandera et M. le directeur général du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication. Et la communication. Le pareil, tu me colles. Ouais. Alors, bonjour monsieur le secrétaire général. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Comment ça va? Oui, ça va très bien. Bonjour monsieur chargé de la communication. Bonjour monsieur Max, comment ça va? Vous allez bien? Dieu merci. Demain c'est votre fête, c'est la fête de la Croix-Rouge. Oui, tout à fait. Et alors, votre présence ici à Koloma? Oui. Vous êtes venu informer le public pour votre fête? Tout à fait, voilà. Nous voulons que le public soit au courant de ce que la Croix-Rouge fait. Ça, c'est toujours la meilleure occasion pour nous de partager des informations. De partager les informations. Ça fait combien d'années? La Croix-Rouge guinéenne ou bien la Croix-Rouge internationale? La Croix-Rouge internationale. Je sais que demain c'est le 8. C'est la... comment on appelle le 8 mai 1945. Et l'Europe, précisément l'Allemagne avec l'Union soviétique... Ils ont bousculé Hitler jusqu'au dans son dernier retranchement, et c'est suite à ce retranchement que Hitler même s'est suicidé, donc le 8 mai 1945, et en même temps ce 8 mai, et c'était la fin aussi de la Deuxième Guerre mondiale, le 8 mai en 1945, et demain nous sommes le 8 mai 2024. 25.
25. 2025. Le 8 mai 2025, mais c'est un 8 mai plus fort que les autres 8 mai, parce que c'est le 8 mai de la Croix-Rouge, c'est l'anniversaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au niveau mondial. D'accord. Demain, le mouvement aura 162 ans. 162 ans. Bien sûr. Oui. 162 ans. Oui. Et par contre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça fait 80 ans. Voilà. 80 ans. Nous sommes Donc, plus âgés. Voilà, vous êtes plus âgés et vous avez à côté de vous, vous avez M. Makandera, Monsieur le secrétaire général, Monsieur le chargé de communication, vous êtes Benjamin avec le Boumou. directeur général qui est présent aujourd'hui dans cette émission, et Abdoulaye Djibril Diallo, qui est chargé de la formation au ministère de l'Information et de la Communication. Voilà. Alors, encore une fois, bonjour. Bonjour, monsieur. Et demain, le programme de la fête. Bon, Avant de Benjamin. rentrer dans les détails. Bien, merci. Le plus important, c'est ça. Tout à fait. La Croix-Rouge guinéenne, qui est donc un des maillons du grand mouvement qu'on appelle la Croix-Rouge internationale, en tant que société nationale, a donc préparé de faire cette fête, mais de façon différée. Ok. Donc ce soir, vous allez avoir l'adresse du président à la nation. Le président de la République, oui, Mamadi Doumbouya. la Croix-Rouge guinéenne, s'il vous plaît. Ah, de la Croix-Rouge. Voilà, ah, monsieur, d'accord. monsieur ok. Youssouf Traoré va s'adresser à la nation guinéenne comme d'habitude, D'accord. à la veille de cette fête. Ok. Et déjà, on a travaillé avec vos collègues. Là, c'est fini. Je suis en train de travailler sur ça. Et donc, demain, nous allons essayer d'activer tous les comités à ce sens-là, parce que les comités locaux fêtent à leur sein. Ok. Maintenant, au niveau national, nous avons décalé la fête pour le 21. D'accord. Le 21 mai, donc, on a invité des personnalités qui vont être au siège à Kobaya Oui. pour qu'on puisse célébrer la fête ensemble. Ok, monsieur le secrétaire général, et la fête, tout le monde sera avec vous. Tout le monde sera avec nous. Même demain, à partir de demain, la fête elle-même est décalée pour le 21. Mais à partir de demain, les activités commencent partout dans le pays. Les activités traditionnelles de la Croix-Rouge. Mais ça coïncide heureusement cette année parce que ça coïncide dans la campagne de vaccination contre polio. Donc, nos volontaires ont fait exprès de se mobiliser demain pour participer à cette activité jusqu'au 11 mai déjà. On sera avec la vaccination et après ça, on va continuer avec d'autres activités traditionnelles de la Croix-Rouge jusqu'au 21. Et le 21, nous allons faire la grande fête. Ok, la grande fête. Alors, vous avez trouvé, j'étais déjà avec les deux invités, M. Makandera et M. Gallo, qui est le directeur général du centre de formation. Alors, monsieur le directeur, je te parlais du personnel pour ton fonctionnement et le financement. Bon, il faut noter que c'est là le nez gorgé de la formation, parce qu'effectivement, qui parle de la formation a un coût. Dans certains pays, il y a ce qu'on appelle le DIF, c'est le droit individuel à la formation, que chaque cadre, n'est-ce pas, consent à prélever dans son salaire pour se former. C'est-à-dire, là, les gens sont pour l'excellence, ils savent que si tu n'es pas compétitif, tu peux perdre ton travail. Donc, il faut te remettre en cause. Malheureusement, chez nous ici, c'est un esprit, justement, de renouveau que nous sommes en train d'enclencher parce que il y a de plus en plus de l'engouement et de l'intérêt. Mais cela signifie aussi, n'est-ce pas, qu'il faut renforcer la disponibilité des moyens à cet effet, parce que pour aller, l'année dernière, nous avons fait le déplacement, on a formé 460 journalistes, n'est-ce pas, à moins d'un mois, sur l'ensemble du territoire national. Cela a supposé qu'on se déplace ici, qu'on aille à Labé, qu'on aille à Kankan, qu'on aille à Zérékoré, qu'on aille un peu partout. Et partout où vous passez fondamentalement, cela requiert tous les intrants à cet effet. J'avoue que là, on a des problèmes très sérieux et c'est l'occasion pour moi de demander qu'il y ait beaucoup plus de volonté politique, n'est-ce pas, pour la formation dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on nous accompagne beaucoup plus. C'est vrai que le ministre Fana a pris l'engagement ces derniers temps parce que depuis que nous sommes arrivés, nous fonctionnons beaucoup plus par les partenaires techniques et financiers. Ouais. C'est-à-dire nous saluons ici le PNUD qui nous accompagne et d'autres tiers parce que nous utilisons des textes de référence parce que vu la pertinence du travail que nous sommes en train de faire, les partenaires nous accompagnent. Nous venons d'ailleurs de sortir d'une évaluation
d'une micro-évaluation avec le PNUD qui nous a permis de comprendre que vraiment nous sommes très compétitifs en termes de direction parce que nous avons eu un bon classement au terme de cette micro-évaluation et nous venons également de sortir d'un audit international, c'est-à-dire d'un cabinet à cet effet, et tout ça, ça permet à notre direction de montrer sa résilience et de prouver sa confiance. Nous avons un personnel très engagé. J'ai une adjointe qui est à la pointe qui m'accompagne, Madame Sala, que je salue de passage, et nous saluons la détermination du ministre parce que pour cette fois-ci, nous avons eu un accompagnement, ce qui n'avait jamais été fondamentalement le cas par le passé. Ouais. Nous avons eu un accompagnement pour la formation des journalistes en langue nationale que nous venons de dérouler, ça ne fait même pas 2 semaines, parce que nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a beaucoup de dérives aussi au niveau de la communication en langue nationale. Or, les langues nationales ont la capacité de s'adresser directement aux populations. Ces populations sont beaucoup plus manipulables que celles qui justement écoutent le français. Et je crois que cette formation aussi a eu toute sa portée parce que les journalistes ont trouvé beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup parmi eux qui n'étaient que des locuteurs. Beaucoup ne savaient pas que pour être un bon journaliste en langue nationale, il faut être un super journaliste en français. Parce que c'est le français le plus souvent que vous traduisez, n'est-ce pas, pour l'opinion. Et il y a malheureusement que beaucoup venaient parce que tout simplement, ils ont le langage, ils ne maîtrisent pas les arcanes du discours, le dispositif à cet effet, les principes et les techniques du métier. Tout ça, c'est en train justement d'être révisité. Et je pense qu'au niveau de la RTG, Madame Makeme Bamba m'a rassuré qu'elle est en train de travailler avec la directrice générale, qu'elle est en train de travailler avec le service des langues nationales. C'est l'occasion pour nous de demander, n'est-ce pas, à ce qu'au niveau État, parce que jusqu'à maintenant, la langue officielle de communication de notre pays, c'est le français. Bien sûr. Nous avons 8 langues nationales qui sont codifiées, mais qui ne sont pas encore des langues nationales officielles. Et c'est important, n'est-ce pas, comme beaucoup d'autres pays qu'on tienne, parce qu'au niveau de cette formation, nous avons vu toute l'importance de communiquer en langue nationale. Bien et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le levain de la nouvelle dynamique imprimée par le président de la République qui demande à ce qu'il y ait beaucoup plus de communication en langue nationale, convaincu qu'il est que c'est par ce biais aussi qu'on peut implémenter les politiques publiques de l'État. Donc, voilà un peu du point de vue du personnel, oui. Nous avons le personnel à cet effet. Bien. Oui, nous avons des problèmes de financement. Oui, nous demandons un accompagnement à cet effet, surtout au niveau du budget national. Et nous remercions les partenaires qui nous accompagnent. Abdoulaye Djibril Diallo, le directeur général du Centre de formation et de perfectionnement en technique de l'information et de la communication, présent ce matin dans votre émission Zénith sur Koloma. Monsieur Makandera, avant de partir avec la Croix-Rouge, et je parlais de l'adoration encore, toujours. Les gens qui adorent tel ou tel lieu, parce que tel a passé là, tel a passé là, est-ce que c'est recommandé dans la religion? Si vous dites l'adoration, la chose la plus importante que je dis d'abord, c'est l'intention. Ce n'est pas le volume de travail qui déregarde généralement. La cause et pourquoi, l'objectif. Je prenais l'exemple de 2 personnes qui ont construit les 2 mosquées. On dit le salaire, c'est pour accéder au paradis, avoir la satisfaction divine. Mais si vous construisez la même mosquée au nom de l'islam, mais pas pour l'islam, pour un objectif visé, qui n'existe qu'entre vous et Dieu, vous ne serez récompensé que par rapport à votre intention. L'un va au paradis, l'autre peut-être non, c'est comme il n'a rien fait. Parce que l'objectif est atteint ici. C'est ce que je veux dire. Si vous construisez sur vous, parce que vous avez eu, le village a eu un petit problème avec votre maman ou bien votre famille, vous allez faire une grande mosquée sur vous dans votre village pour cette réputation et pensant que vous êtes en train de se venger contre les gens ou bien autre chose. Je peux faire une mosquée c'est pas facile. Pour une localité, bien parce sûr. que je vais être élu. Voilà. Dans une élection. Ça, c'est pas vous facile. Êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. L'adoration, l'important, c'est ça. Et Comme c'est fini, on est pris par le temps. On est pris par le temps. Je termine par 2 mots. 2 mots. Si vous me... Allez-y. C'est envers mon frère Djibril Diallo. D'accord. On est dans ce cadre de presse islamique ou religieuse. Donc, vous vous rencontrez avec un frère, vous voyez quelque chose en lui,
Dieu vous demande de l'interpeller ou bien de le rappeler ce qu'il est en train de faire, c'est bon. Je ne connais pas ses parcours. Ouais. Je le voyais tous à la télé. Peut-être c'est aujourd'hui que nous sommes en face à face. Bien sûr. Mais ce que je connais, il n'a qu'à rester dans une posture qu'il a. Merci. Pour améliorer ça. Merci. C'est pas pour rien que quelqu'un Non, peut bénéficier je sais de décrets successifs Voilà. et à l'étude morale. Voilà. Vous avez les connaissances. Bien sûr. On demande l'étude morale des gens et vous avez beaucoup de personnes qui Et vous côtoyez. Si vous continuez à bénéficier les décrets d'un président, comme ça, l'un décret après l'autre, moi je vous encourage de rester dans cette posture. Voilà, je l'ai pratiqué depuis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec vous. Et il n'a qu'à continuer dans ça. Je ne connais pas quelqu'un sur le plan religieux, celui qui est en train de servir un pays, que celui qui enseigne la connaissance aux autres, comme ce qu'il est en train de faire. Donc je l'encourage par rapport à ça. Merci. Il a dit quelque chose qui est très important. Manque de niveau, c'est les journalistes. Si on n'est pas bien formé, même en islam, nous avons même un petit peu, même dans les cérémonies de vendredi. Chacun peut ramasser, prendre, raconter ce qu'il veut. Oui, c'est la même chose. Ouais, et les mots. Mon frère dit que le mot déplacé, c'est pas pour ça détruit. Je suis d'accord. Donc, on voilà. Plus le temps. Je m'arrête là. Le reste, là, on va partir avec la Croix-Rouge. Monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup. Oui, en retard, là. Oui, c'est vrai. On y va. Ça reste que 5 minutes. Pour moi? Oui. Ok, donc on va parler de 8 mai, de l'anniversaire de la fête anniversaire de la Croix-Rouge. D'accord. C'est ça? La Croix-Rouge. Alors, ça, disons, comme tout anniversaire, le 8 mai est une journée mondiale, une journée, d'aucuns disent journée internationale de la Croix-Rouge. D'accord. Le 8 mai est choisi en l'honneur au père fondateur de la Croix-Rouge, qui est Henri Dunant. Sinon, c'était difficile de trouver une date précise de l'historique de la Croix-Rouge. On sait que c'est le mouvement international de la Croix-Rouge est créé depuis 1863, suite à une bataille de 1859 à Solferino. Mais ça avant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Monsieur le secrétaire général, je pense que vous allez revenir une prochaine fois dans une émission. Et demain, j'ai dit, c'est une émission un peu musicale. Donc, je vais proposer... Je vous informe que Abdoulaye Djibril Diallo, que tu admires, monsieur Makandera, a été chef d'orchestre à l'université Abdel Nasser de Conakry. C'est vrai? J'étais l'impresario, je vous informe. Ta guitare. Ça, c'est vrai. Avant il me renvoie combien d'années? Dans le temps, moi, j'ai complètement oublié ces trucs-là. C'est vrai, il a raison. Au campus universitaire, à l'université ici, c'était le chef d'orchestre, moi j'étais l'impresario. Donc c'est là où on s'est connus. Gabriel, les gens, on y va. Nous, on l'a connu. Présentateur. Africa, Afrique, mon Afrique, oh mon Afrique, Afrique, l'apartheid menace encore d'esclavage, oh mon Afrique, Afrique. Quand je chante, c'est pour toi. Quand je danse, c'est pour toi. Quand je pleure aussi, tout ça c'est pour mon Afrique. Merci mon frère. Ok, amis téléspectateurs, l'émission pratiquement terminée. Je vous retrouve demain à partir de 11h30. Demain sur ce plateau, vous aurez Takana Zayawan, vous aurez également Yarumba Seko avec sa femme et beaucoup d'autres invités. Demain jeudi, c'est purement la musique, rien que la musique. Vous savez, Mohamed Max, c'est l'artiste, c'est la musique dans mon âme. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci. Okay. Merci.